Lors d'un dîner de famille, ma sœur a augmenté mon loyer à 6 800 $. Tout le monde s'est moqué de moi. Mais je suis resté calme parce que l'immeuble était à moi. Bonjour, je m'appelle Evelyn Parker et j'ai 31 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que les mots de ma sœur étaient les armes les plus acérées de l'arsenal de ma famille. Mais j'avais tort. L'arme la plus mortelle était le silence de mes parents. Avant que je vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Le tintement des couverts sur les assiettes en porcelaine semblait anormalement fort. À notre table, au centre d'un restaurant bondé, une bulle de silence s'était formée autour de nous. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. Un oiseau frénétique piégé. Je sentais les yeux de ma famille élargis sur moi. Tante, oncle, cousin, tous attendant de voir comment j'allais réagir. De l'autre côté de la table, ma sœur Danielle tenait son verre de vin par la tige. Une image de perfection raffinée. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres alors qu'elle me regardait, ses yeux froids et dédaigneux. « Tu as toujours été la ratée, Evelyne, dit-elle, sa voix tranchant à travers la tension. Ce n'était pas un cri. C'était pire. C'était une déclaration calme, factuelle, livrée comme si elle commentait la météo. Je n'arrive même pas à croire que tu sois encore assise ici comme si tu avais ta place. Les mots m'ont frappé, mais c'était une piqûre familière. J'avais dévié ces pics toute ma vie. Ma tête s'est instinctivement tournée vers mes parents, ma mère à ma droite, mon père à ma gauche. J'ai cherché sur leur visage une lueur de défense, un mot de protestation, n'importe quoi pour me montrer que je n'étais pas seul. Rien. Les yeux de ma mère se sont posés sur la serviette parfaitement pliée sur ses genoux. Elle l'a lissée, ses doigts appuyant sur un pli inexistant. Mon père s'est raclé la gorge et a pris une lente gorgée d'eau, son regard fixé sur un point quelque part par-dessus mon épaule. Leurs lèvres étaient scellées. Leur corps était immobile. Ils laissaient faire. Ils étaient d'accord avec elle. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ce silence, l'absence lourde et suffocante de leur soutien, m'a blessé plus profondément que ces paroles n'auraient jamais pu le faire. C'était une réponse, et elle me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Si vous vous êtes déjà senti écrasé par le silence des personnes qui auraient dû vous défendre, cliquez sur j'aime, commentez et abonnez-vous, car c'est l'histoire de la façon dont j'ai appris à construire une vie sur les décombres qu'ils ont laissés derrière eux. Grandir dans notre maison, c'était comme vivre dans une compétition constante et tacite que j'étais destiné à perdre. Ma sœur Danielle avait 4 ans de plus que moi, et dès ma naissance, elle était le soleil et je n'étais qu'une planète prise dans son orbite. C'est sur elle qu'ils avaient fondé tous leurs espoirs. Elle était brillante. Elle était ambitieuse et elle était belle de cette manière naturelle qui faisait que les gens s'arrêtaient pour la regarder. J'étais silencieuse. J'étais créative. Et à leurs yeux, j'étais simplement autre. Notre maison n'était pas un lieu d'égalité des chances. C'était un royaume. Et Danielle en était l'héritière désignée. Je n'étais qu'un membre de la cour, censé applaudir son ascension. Le moment décisif, celui qui a tracé une ligne claire et ineffaçable entre nous, est survenu l'année où Danielle a été acceptée dans une prestigieuse université privée de la côte Est. La lettre d'acceptation est arrivée un mardi après-midi dans une épaisse enveloppe couleur crème qui semblait importante avant même d'être ouverte. Ma mère l'a repérée dans le courrier et son souffle s'est coupé. Elle l'a portée dans la maison avec la révérence d'un prêtre portant un texte sacré, la plaçant au centre de la table de la salle à manger en attendant le retour de Danielle de son club de débat après l'école. Quand Danielle a finalement franchi la porte, l'énergie anxieuse de ma mère a rempli la pièce. « Elle est là » a-t-elle murmuré en montrant l'enveloppe. J'étais assise sur le canapé, essayant de lire un livre, mais la tension était trop épaisse pour me concentrer. Mon père est entré du garage, s'essuyant la graisse des mains avec un chiffon, ses yeux également fixés sur l'enveloppe. Danielle, toujours en représentation, en a fait tout un spectacle. Elle l'a lentement ramassé, l'a soupesé dans sa main et a affiché un sourire confiant et entendu. « Les enveloppes épaisses sont un bon signe », a-t-elle déclaré. Elle l'a ouverte avec l'un des coupe-papiers en argent de notre mère, a sorti le papier cartonné épais et a commencé à lire à haute voix. Sa voix était stable, mais je pouvais entendre le courant sous-jacent de triomphe dans son ton. Lorsqu'elle est arrivée au mot « C'est avec grand plaisir que nous vous offrons l'admission », une acclamation a éclaté dans notre salon. C'était un son fort,
joyeux et sans retenue que je n'avais jamais entendu dans notre maison auparavant. Mon père, un homme qui montrait rarement de l'affection physique, a soulevé Danielle du sol, la faisant tourner dans un cercle vertigineux pendant qu'elle riait, ses cheveux s'éventant autour d'elle. C'était comme une scène de film. Ma mère a éclaté en larmes de joie, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qu'elle a sorti de sa manche. Je le savais. Je l'ai toujours su, répétait-elle sans cesse. Ils se sont étreints, un cercle serré de victoire. Et pendant un instant, ils ont semblé oublier que j'étais même dans la pièce. Je suis resté assise sur le canapé, un fantôme oublié, regardant la célébration de l'élu. Ce soir-là, ils nous ont emmenés dans le restaurant le plus cher de la ville pour fêter ça. Ils ont commandé une bouteille de champagne, laissant même Daniel en boire un petit verre. Mon père s'est levé, levant son verre pour un toast, le visage rouge de fierté. À Daniel, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Notre brillante fille, la future PDG. Nous avons toujours su que tu étais un bon investissement. Un bon investissement. Les mots résonnaient dans ma tête, froids et cliniques. Daniel était un investissement. Quelque chose dans lequel on verse des ressources en attendant un retour rentable. Il ne s'agissait pas d'amour ou de soutien. Il s'agissait du potentiel de statut, de droit de se vanter, d'un retour qui rejaillirait positivement sur eux. Et moi, j'étais juste là, spectatrice silencieuse de la transaction. Plus tard cette nuit-là, je les ai entendus parler dans leur chambre. Leur voix était basse mais claire à travers les murs minces. Nous devrons nous serrer la ceinture, a dit mon père. Mais ça en vaut la peine. Une éducation comme celle-là la met à l'abri pour la vie. Elle nous rendra fiers, a acquiescé ma mère. Elle sera la réussite de cette famille. Personne n'a jamais parlé de mon avenir en ces termes. Mon avenir était une pensée secondaire. 4 ans plus tard, le contraste était frappant et brutal. Ma propre lettre d'acceptation est arrivée dans une enveloppe blanche standard et fragile du community college local. J'avais travaillé dur pour l'obtenir. Mes notes étaient bonnes. Mes dissertations de candidature soigneusement rédigées. C'était une étape, un début, et j'en étais fier. J'ai trouvé mes parents dans la cuisine. Ma mère coupait des légumes pour le dîner. Le bruit rythmé, thump, thump, thump du couteau sur la planche à découper, un rythme régulier et implacable. Mon père était à table, caché derrière les pages bruissantes du journal du soir. J'ai brandi la lettre, un sourire nerveux aux lèvres. J'ai été accepté, ai-je dit, ma voix paraissant faible dans le silence caverneux de la cuisine. Ma mère n'a pas arrêté de couper. Elle n'a même pas levé les yeux. C'est bien, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix plate. Le couteau a continué son travail sans une seule pause. Thump. 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 Mon père a baissé son journal juste assez pour que je puisse voir ses yeux par-dessus. Il m'a adressé un sourire fatigué et distrait. Eh bien, c'est pratique. C'est bien que tu sois pratique, Evelyne. Il a ensuite relevé le journal, disparaissant derrière un mur de papier journal. La conversation était terminée. Pratique. C'était le mot qu'il me réservait. Daniel était un investissement. J'étais pratique. Daniel était brillante. J'étais gentille. Il n'y a pas eu de dîner de célébration, pas de toast, pas de tournoiement dans le salon. C'était juste une autre information qui passait dans notre maison sans grande fanfare, comme annoncer que nous n'avions plus de lait. Le sujet des frais de scolarité a été abordé une semaine plus tard. Ils m'ont assise et m'ont expliqué, sur des tons calmes et raisonnables, que leurs économies avaient disparu. L'éducation d'élite de Daniel avait tout pris. Nous avons investi dans son avenir, a dit mon père. Comme si cela expliquait tout. C'est à ton tour d'être pratique maintenant. Alors, je l'ai été. J'ai pris 2 emplois. Ma vie s'est réduite à une routine épuisante. De 7 heures du matin à 14 heures, je travaillais comme caissière dans un dîner miteux et perpétuellement collant du centre-ville. Le propriétaire, un homme bourru nommé Sale, criait toujours. L'air était toujours épais d'une odeur de graisse et de café brûlé, et mes pieds me faisaient mal à force de rester debout pendant des heures sur le sol en linoléum dur. Je m'occupais de clients impolis, nettoyais des sodas renversés et rendais la monnaie avec des doigts qui semblaient toujours légèrement gras. Je rentrais à la maison pour 1 heure,
juste le temps de me doucher pour enlever l'odeur du dîner et de manger un sandwich debout au-dessus de l'évier. Ensuite, je me rendais à mon deuxième emploi dans un magasin de détail du centre commercial où je pliais des pulls et remplissais les étagères jusqu'à 22 heures. Le travail était abrutissant. Un flot de jeans soigneusement empilés et de t-shirts parfaitement alignés. Les lumières fluorescentes me donnaient des maux de tête et la musique pop joyeuse qui jouait en boucle me semblait être une forme particulière de torture. Je passais à côté de ma vie. Mes amis m'appelaient pour me proposer d'aller au cinéma ou simplement de passer du temps ensemble et je devais toujours dire non. Je dois travailler, est devenu mon refrain constant. Danielle, pendant ce temps, vivait une vie que je ne pouvais qu'imaginer. Elle m'appelait parfois, généralement d'une fête ou d'un café branché, sa voix vive et insouciante. Elle se plaignait que ses cours étaient trop ennuyeux, ou qu'un garçon de la soirée de sa sororité était agaçant. Ses problèmes me semblaient être des luxes. Un après-midi, alors que j'étais en pause de 15 minutes au dîner, blotti dans la ruelle arrière en essayant de manger mon triste déjeuner emballé, elle m'a appelé. « Oh mon Dieu, Eve, tu ne croiras jamais le drame, dit-elle, sa voix pleine d'un désespoir théâtral. Ashley a porté la même robe que moi au bal. Peux-tu croire son culot ? J'ai regardé mes mains, la crasse de la caisse enregistreuse logée sous mes ongles. Je pouvais entendre le cliquetis des assiettes et sales crier une commande de l'intérieur. Ça a l'air dur, Danny, ai-je dit, ma voix plate d'une lassitude qu'elle ne pourrait jamais comprendre. La seule chose qui me maintenait saine d'esprit était mon article. C'était ma seule évasion, mon sanctuaire. Dans les quelques heures précieuses que j'avais entre le travail et le sommeil, je dessinais et peignais. C'était le seul moment où je me sentais moi-même, le seul moment où le monde semblait calme et juste. J'ai pensé naïvement que si je pouvais juste leur montrer ma passion, leur montrer quelque chose pour lequel j'étais vraiment doué, ils pourraient enfin me voir. Une opportunité s'est présentée lorsque mon community college a organisé une exposition d'art étudiante. J'ai soumis un portrait au fusain que j'avais fait d'un vieil homme que je voyais souvent assis sur un banc de parc près du dîner. J'y avais passé des semaines, capturant chaque ride de son visage, la lassitude dans ses yeux et la dignité tranquille de sa posture. À mon grand étonnement, il a non seulement été accepté, mais a également reçu une mention honorable. J'étais aux anges. C'était la première véritable validation que j'avais jamais reçue pour mon travail. J'ai invité mes parents au vernissage. Je les ai suppliés de venir. C'est vraiment important pour moi, leur ai-je dit. Ils ont accepté, bien que sans grand enthousiasme. Ils sont arrivés en retard. J'étais resté debout à côté de mon portrait pendant plus d'une heure, scrutant nerveusement la foule à leur recherche. Quand ils sont finalement entrés, ils semblaient mal à l'aise, déplacés parmi les étudiants et les amateurs d'art. Je les ai conduits à mon œuvre, mon cœur battant d'un espoir désespéré. Mon père l'a scruté par-dessus ses lunettes. « Tu as un bon œil », a-t-il admis, la même phrase qu'il utilisait toujours. Très réaliste. Ma mère a affiché un sourire crispé et poli. « C'est un très joli passe-temps, Evelyne. Tu as de la chance d'avoir quelque chose pour t'occuper. » Passe-temps. Le mot était une gifle. Ce n'était pas un passe-temps. C'était la chose la plus importante au monde pour moi. Ils sont restés en tout 10 minutes. Ils ont fait un rapide tour de la petite galerie, ont hoché poliment la tête devant quelques autres œuvres, puis ma mère a regardé sa montre. « Nous devrions y aller », a-t-elle dit. « Nous devons être à cette collecte de fonds pour l'association des anciens élèves de l'université de Daniel. C'est un événement de réseautage très important pour elle. » Et c'était tout. Mon moment de triomphe, la mention honorable, la fierté que je ressentais, tout cela a été éclipsé par l'un des événements de réseautage de Daniel. Ils sont partis, me laissant seul à côté de mon portrait. Le petit ruban bleu de la mention honorable semblait soudainement fragile et insignifiant. Ils avaient tracé la ligne si clairement. Daniel était la fille dont ils se vantaient, celle dont les réalisations étaient célébrées et magnifiées. J'étais la fille qu'ils toléraient, la pratique, celle dont les passions étaient des passe-temps d'enfants. Ils n'ont jamais dit qu'ils l'aimaient plus. Ils n'en avaient pas besoin. Leurs actions, leurs priorités et leur silence le disaient pour eux chaque jour, de 1000 manières différentes. Après avoir terminé mon programme de 2 ans au Community College, le poids de mes pré-étudiants ressemblait à un fardeau physique. J'avais un certificat en design graphique, mais le monde ne se bousculait pas exactement à ma porte. Les emplois de premier échelon étaient rares,
et ceux que je pouvais trouver payaient si peu que vivre seul était une fantaisie financière. Le choix pratique, le seul choix que j'avais vraiment, était de retourner dans ma chambre d'enfant avec son papier peint floral délavé et les fantômes d'une vie que j'essayais de dépasser. Mes parents l'ont présenté comme une faveur, un acte de générosité parentale. « Tu peux rester ici et économiser », a dit ma mère, avec un ton de magnanimité dans la voix qui m'a hérissé les poils. « Ce sera beaucoup plus facile pour toi de te remettre sur pied de cette façon. » Mais cette générosité avait un prix. Une semaine après avoir ramené mes cartons, mon père m'a assise à la table de la cuisine. La scène était étrangement formelle, comme si j'étais une locataire potentielle et lui le propriétaire exposant les termes du bail. « Maintenant, Evelyne, a-t-il commencé, croisant les mains sur la table. Tu es une adulte maintenant, et tu dois comprendre comment le monde fonctionne. Nous ne pouvons pas simplement te soutenir indéfiniment. Tu dois contribuer. » Il a fait glisser un morceau de papier sur la table. Dessus, il avait détaillé ma part des dépenses du ménage, services publics, épicerie, impôts fonciers. Le tout s'élevait à $600 par mois. « Nous te donnons un bon tarif, » a-t-il dit, sa voix pleine d'une raison forcée. « C'est beaucoup moins que ce que tu paierais pour un véritable appartement. C'est pour t'apprendre la responsabilité. » Responsabilité. Le mot flottait dans l'air entre nous. Je croulais déjà sous les responsabilités, travaillant à temps plein dans un emploi de design mal payé et prenant des projets en freelance le soir pour commencer à rembourser mes prêts étudiants. Mais je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête, l'humiliation laissant un goût amer dans ma bouche. Ainsi, le premier de chaque mois, j'accomplissais le rituel silencieux et dégradant de faire un chèque à mes propres parents. Je le laissais sur le comptoir de la cuisine pour ma mère, qui le prenait sans commentaire et le glissait dans son sac à main. C'était une transaction propre et professionnelle qui renforçait mon statut dans la maison. Je n'étais pas leur fille. Pas vraiment. J'étais une pensionnaire. Ma présence était conditionnelle. Mon espace, payé. La cruauté de cet arrangement était amplifiée par la situation de Daniel. Quelques mois seulement après mon retour, mes parents ont annoncé au dîner qu'ils lui achetaient un condo en ville. Ce n'était pas un prêt. C'était un cadeau. Ils ont payé l'acompte substantiel et ont co-signé l'hypothèque. Les mensualités, pour lesquelles ils l'aidaient aussi, un euphémisme qui, je le savais, signifiait qu'ils en payaient la majeure partie. Un samedi, j'étais assise à la table de la cuisine à dessiner dans mon carnet quand ma mère est entrée, le téléphone collé à l'oreille. C'était Daniel. Et du côté de la conversation de ma mère, j'ai pu reconstituer les détails de sa nouvelle vie somptueuse. Oh, le dosseret en marbre gris a l'air magnifique, ma chérie. Oui, bien sûr. Ton père et moi paierons pour le décorateur d'intérieur. Il faut que l'endroit soit parfait. Non, ne t'inquiète pas pour les frais de copropriété. Nous nous en occuperons la première année jusqu'à ce que tu obtiennes ta grande promotion. Mon crayon s'est figé sur la page. J'ai regardé le chéquier sur le comptoir. Le prochain chèque de loyer pour mes parents, déjà rédigé et en attente. L'injustice de la situation était une chose physique, un serrement dans ma poitrine qui rendait la respiration difficile. Daniel vivait dans un bel appartement moderne avec des baies vitrées et un décorateur, le tout financé par eux. Pendant que j'étais dans ma chambre d'enfant, comptant chaque dollar pour m'assurer que je pouvais payer mes propres parents pour le privilège d'exister dans leur maison. Quand j'ai essayé de leur en parler plus tard ce soir-là, pour exprimer l'injustice que je ressentais, ils m'ont fait taire avec une facilité déconcertante. La situation de Daniel est différente, Evelyne, a dit ma mère, sa voix froide et distante, comme si elle expliquait un concept simple à un enfant. Elle a une carrière à haute pression dans une grande entreprise. Elle a besoin d'un endroit stable pour vivre, d'une bonne adresse pour recevoir des clients. C'est un investissement dans son avenir. Voilà encore ce mot, investissement. Daniel était une action de premier ordre dans laquelle il continuait d'investir, s'attendant à ce qu'elle croisse. J'étais une obligation de pacotille, un actif risqué à faible rendement qu'ils étaient à peine disposés à conserver. Vivre sous leur toit en tant qu'adulte payant un loyer était une expérience suffocante. J'avais l'impression que ma vie était sous un microscope. Chaque achat était scruté. Chaque décision, jugée en silence. Si j'achetais un nouveau pull, ma mère levait un sourcil et disait, « Ça doit être bien d'avoir de l'argent pour des choses comme ça. Assure-toi d'en avoir assez pour le loyer. » Si je rentrais tard d'une rare soirée avec un ami,
mon père m'attendait dans son fauteuil dans le salon sombre, non par inquiétude, mais avec un air de désapprobation silencieuse, comme si j'étais une adolescente qui avait enfreint le couvre-feu. Mes réalisations, aussi petites qu'elles puissent leur paraître, continuaient d'être invisibles. Le point le plus lumineux de ma vie était l'atelier d'art gratuit que j'avais lancé après l'école dans un centre communautaire local. Le centre se trouvait dans un quartier difficile de la ville, et les enfants qui venaient avaient très peu, mais dans cette petite pièce éclaboussée de peinture, ils étaient des artistes. Leur joie et leur créativité débridée étaient un baume pour mon âme. C'était la chose la plus enrichissante que j'ai jamais faite. Le seul endroit où je me sentais valorisé et vu. Je faisais une différence. Je n'oublierai jamais un après-midi particulier. Un petit garçon nommé Léo, qui parlait à peine, avait passé un mois à travailler sur un modèle détaillé en argile de son chien. Il en était incroyablement fier. Quand il a terminé, il a levé les yeux vers moi, des yeux brillants, et a murmuré « Merci, mademoiselle Evelyne ». C'était un moment de joie pure et sans mélange. Je suis rentré ce soir-là, le cœur plein, désespéré de partager cette petite victoire avec ma famille. Je les ai trouvés dans le salon en train de regarder la télévision. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé à l'atelier aujourd'hui, ai-je commencé, ma voix pleine d'une énergie qui semblait étrangère dans cette maison calme et stérile. Je leur ai parlé de Léo, de sa percée, de la fierté sur son visage. J'ai essayé de transmettre la magie du moment. Ma mère m'a jeté un coup d'œil, les yeux vitreux à cause de l'écran. « Oh, c'est gentil », a-t-elle dit, son attention déjà revenue au drame policier qu'elle regardait. « C'est bien que tu aies quelque chose pour t'occuper. » Est-ce que Daniel a appelé, a demandé mon père, sans quitter la télévision des yeux. Elle devait passer un entretien pour un nouveau poste aujourd'hui, un poste de direction. J'attendais de savoir comment ça s'était passé. Cette fille va loin. Et juste comme ça, mon moment était passé. Mon histoire, ma joie n'était rien de plus qu'une brève interruption avant qu'il ne retourne à ce qui était vraiment important, Daniel. Ma passion n'était que quelque chose pour m'occuper. Tandis que la carrière de Daniel était un sujet d'attente haletante. Je suis resté là un moment, l'excitation s'écoulant de moi, remplacée par une douleur creuse et familière. Je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte, le son de la télévision un murmure sourd d'en bas. C'était comme si j'étais un fantôme dans ma propre maison. Mes passions et mes succès leur étaient complètement transparents. Les réunions de famille sont devenues des exercices d'humiliation. Thanksgiving était le pire. Toute la famille élargie se réunissait chez nous et les projecteurs étaient toujours inévitablement braqués sur Daniel. Elle tenait la cour à la table du dîner, stratégiquement assise à la place d'honneur à côté de mon père. Tante et oncle se rassemblaient autour d'elle, écoutant avec une attention captivée alors qu'elle parlait de son travail, de ses voyages en Europe, de sa vie sophistiquée. « Oh, Daniel, tu réussis si bien. Tes parents doivent être si fiers. » Ma tante Carole s'extasiait, les yeux grands ouverts d'admiration. Ils hochaient tous la tête en signe d'approbation, leur visage rayonnant. Puis l'un d'eux me remarquait peut-être, assise à l'autre bout de la table, à côté de la table des enfants. « Et Evelyne, disait-il, leur ton passant à une demande polie, presque apitoyée. Que fais-tu ces temps-ci? Tu vis toujours à la maison? Tu fais toujours de l'art? » Le mot art était toujours prononcé avec une légère hésitation, comme s'il s'agissait d'une maladie étrange et embarrassante. Une année, mon cousin Marc, qui avait à peu près l'âge de Daniel, m'a interrogé sur mon travail de design en freelance. J'ai commencé à expliquer un projet qui m'enthousiasmait, la création d'un logo pour une petite boulangerie locale. Avant que je puisse prononcer 2 phrases, Daniel a ri de l'autre bout de la table. « Oh, elle fait de jolies images pour des boutiques de cupcakes », a-t-elle dit en agitant la main d'un air dédaigneux. « C'est mignon. » Tout le monde a gloussé, et la conversation est immédiatement revenue sur le dernier contrat à 6 chiffres de Daniel. Je suis resté assise là, le visage en feu, mon histoire à moitié racontée mourant sur mes lèvres. Mes parents n'ont rien dit. Ils ont souri avec tout le monde. Leur silence était un accord tacite avec le résumé condescendant de Daniel sur ma vie. Je n'étais pas seulement invisible pour mes parents. Ils avaient appris à tout le monde à ne pas me voir non plus. J'étais l'enfant résidente de la famille, le contre-exemple, la fille qui n'avait pas tout à fait décollé. Daniel était la réussite que tout le monde célébrait. J'étais la note de bas de page qu'ils se sentaient obligés de reconnaître avant de retourner leur attention sur l'événement principal.
Le jour du dîner d'anniversaire de mon père a commencé avec un sentiment de crainte familier. Ces célébrations familiales n'étaient jamais à propos de la personne célébrée. C'étaient des représentations obligatoires, des scènes préparées pour que ma sœur Danielle brille. J'ai passé l'après-midi à lutter contre mon anxiété, essayant de trouver une tenue qui me ferait me sentir moins comme un fantôme au festin. Tout ce que je possédais semblait inadéquat, soit trop décontracté, soit trop simple. J'ai finalement opté pour une simple robe noire, celle que je portais à chaque occasion formelle, un uniforme d'invisibilité. Pendant que je me préparais, mon esprit a rejoué un florilège des humiliations passées. La fois où Danielle avait annoncé mon salaire, qu'elle avait découvert en fouinant, à une table pleine de parents, le comparant pitoyablement au sien. La fois où ma mère m'avait offert un livre de développement personnel pour mon anniversaire intitulé « Trouver sa voie ». Chaque souvenir était une petite pierre dans les fondations de mon insécurité. Des fondations que ma famille avait expertement posées. J'ai ressenti une forte envie d'appeler et de dire que j'étais malade, d'inventer une migraine ou une gastro. Mais je savais que les conséquences seraient pires. Mon absence serait notée et jugée. Je serais accusé d'être antisocial, de ne pas me soucier de la famille. Il était plus simple d'y aller et d'endurer. Le restaurant que mes parents avaient choisi était nouveau et oppressantement tendance. Tout était en bois sombre, éclairage tamisé, et conversation feutrée aux airs importants. L'air sentait l'ail, le vin et l'argent. Quand je suis arrivé, mes parents étaient déjà là, assis à une grande table ronde avec le reste de la famille. Mon père portait un costume impeccable, et ma mère un chemisier en soie et un collier de perles. Ils ressemblaient à un couple de pouvoir, confiant et serein. Danielle, bien sûr, est arrivée en retard. Elle a fait une entrée remarquée, arrivant en trombe avec des excuses théâtrales pour une conférence téléphonique de dernière minute avec le bureau de Londres. Elle portait une superbe robe rouge qui rendait toutes les autres femmes dans la pièce terne. Elle portait un sac à main de créateur qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Les visages de mes parents se sont illuminés en la voyant. Toute la tension de l'attente a fondu, remplacée par une adoration pure et sans mélange. Voilà ma fille, a claironné mon père, se levant pour lui faire une accolade bien plus effusive que le baiser poli sur la joue qu'il m'avait donné. Tu es magnifique, ma chérie, a ajouté ma mère, tendant la main pour lui serrer la sienne. Le rouge est ta couleur. La conversation, comme toujours, tournait autour de Danielle. C'était une conteuse hors pair. Elle racontait des histoires de batailles de conseils d'administration qu'elle avait gagnées, de collègues incompétents qu'elle avait déjoués, et d'une promotion potentielle qui était quasiment garantie. Mes parents et mes proches étaient son public captif, suspendu à ses lèvres, hochant la tête et souriant, intervenant avec des questions conçues pour la laisser se vanter encore plus. « Et qu'a dit le vice-président quand tu as présenté tes conclusions ?» demandait mon père, se penchant en avant avec l'intérêt intense d'un fan dévoué. J'étais assise là, observatrice silencieuse, poussant méthodiquement un ravioli dans mon assiette. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma semaine. Personne ne m'a interrogé sur le nouveau projet en freelance que je venais de décrocher, la conception de l'ensemble de l'image de marque d'une start-up locale, un contrat dont j'étais incroyablement fier. C'était comme si j'étais une étrangère qui avait été assise par erreur à leur table, un élément de décor vivant. J'ai essayé une fois de me joindre à la conversation. Mon oncle parlait du marché boursier et j'ai mentionné un article que j'avais lu sur les actions technologiques. Avant que je puisse finir ma phrase, Daniel m'a interrompu en riant. Oh, Evelyne, c'est mignon que tu essaies de suivre, mais laissons les discussions financières aux gens qui y comprennent vraiment quelque chose. Mon père a gloussé en signe d'accord. La conversation a repris, me laissant échouer dans une nouvelle vague d'humiliation. Une fois le plat principal débarrassé, Danielle s'est adossée à sa chaise, un sourire satisfait sur le visage. Elle a pris une gorgée lente et délibérée de son vin rouge coûteux et a posé le verre avec un clic délicat. La table s'est tue, sentant qu'une proclamation allait arriver. Alors, j'ai une nouvelle excitante, a-t-elle annoncé, son regard balayant son public. J'ai décidé d'acheter un nouveau condo. Mon appartement actuel est tout simplement trop petit, et j'ai trouvé le 2 pièces le plus parfait dans le Pearl District. Il a une vue sur la ville, une salle de sport, un concierge. C'est une grosse étape. Un chœur de félicitations a éclaté autour de la table. Oh, ma chérie, c'est merveilleux, s'est exclamée ma mère, applaudissant doucement. C'est ma fille, toujours en train de gravir les échelons, a dit mon père,
rayonnant d'une fierté si intense qu'elle était presque douloureuse à regarder. Daniel a laissé leur louange la submerger un instant, se prélassant dans l'attention. Puis son regard s'est déplacé, se déplaçant délibérément autour de la table jusqu'à se poser avec une précision glaçante sur moi. Le sourire sur son visage s'est transformé, la chaleur s'est dissipée, laissant quelque chose de tranchant et de cruel à la place. C'est un peu juste financièrement, bien sûr, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant un ton performatif et réfléchi. La compte est important. Alors, je pensais qu'en tant que famille, nous pourrions tous participer. Ce serait un investissement pour nous tous, vraiment. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. Et je pensais, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur sirupeuse et condescendante, qu'Evelyne pourrait faire une belle contribution, disons 15 000 $. Un rire nerveux a parcouru nos proches à table. Ils pensaient qu'elle plaisantait. Une petite taquinerie entre sœurs. Je savais que non. Ce n'était pas une blague. C'était une exécution. Sa voix s'est faite plus forte, coupant à travers les rires gênés. Après tout, a-t-elle déclaré, son ton devenant accusateur. Tu vis au crochet de maman et papa comme un parasite depuis des années. Tu n'as pas d'hypothèque. Tu n'as pas de vraies dépenses. Il est temps que tu fasses quelque chose pour aider la famille au lieu de simplement drainer les ressources. Parasite. Le mot était un coup physique. Il a semblé aspirer tout l'air de la pièce. Mon visage brûlait d'une chaleur si intense que j'ai cru que j'allais littéralement prendre feu. Je me suis senti étourdi, les sons du restaurant s'estompant en un bourdonnement sourd et rugissant dans mes oreilles. Mon premier instinct, mon seul instinct, a été de regarder mes parents. Mes yeux, écarquillés de choc et de douleur, les suppliaient, dites quelque chose. Défendez-moi. Dites-lui qu'elle a tort. Dites-lui que je paie un loyer. Dites-lui que je travaille dur. Dites-lui que je suis votre fille. J'ai regardé ma mère. Ses yeux se sont posés sur la serviette parfaitement pliée sur ses genoux. Elle l'a prise et a commencé à la lisser, ses doigts appuyant sur un pli inexistant, encore et encore. Sa concentration sur cette tâche insignifiante était absolue. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Son visage était un masque vide, un mur de neutralité soigneusement construit, ne trahissant rien, n'offrant rien. Je me suis tourné vers mon père. Il s'est raclé la gorge, un son rauque et fort dans le silence soudain. Il s'est agité mal à l'aise sur son siège. Il a pris son verre d'eau, ses articulations blanches alors qu'il serrait la tige. Il l'a étudié pendant un long et angoissant moment, comme si c'était l'objet le plus fascinant qu'il ait jamais vu. Puis il l'a reposé, très soigneusement. Il a regardé mon oncle, qui était assis en face de lui, et a forcé un sourire crispé et artificiel, une grimace qui n'atteignait pas ses yeux. Il faisait semblant de ne pas avoir entendu. Il choisissait de ne pas entendre. Il m'abandonnait en plein jour. Leur silence était assourdissant. C'était un rugissement qui remplissait mes oreilles et noyait tout le reste. Ce n'était pas seulement un échec à me défendre. C'était une approbation silencieuse et accablante des paroles de Daniel. Leur immobilité était leur accord. À ce moment-là, assise à une table entourée de ma famille sous les lustres scintillants d'un restaurant chic, je ne m'étais jamais senti aussi totalement et complètement seul. La cruauté de Daniel était une blessure vive et rapide. Mais le silence de mes parents était un poison à action lente, s'infiltrant dans chaque partie de moi, me disant que ma sœur avait raison. Je n'avais pas ma place ici. Je ne l'avais jamais eue. Le monde a semblé se fracturer dans ce moment de silence. Le brouhaha du restaurant, le tintement des verres, le rire lointain d'une autre table. Tout s'est brisé et s'est effondré, me laissant isolé dans un vide de trahison. La seule chose qui semblait réelle était le poids écrasant du silence de mes parents. Ce n'était pas une absence passive de son. C'était une force active et suffocante. C'était une décision. Ils avaient entendu l'accusation. Ils avaient vu ma douleur. Et ils avaient choisi de ne rien faire. Leur immobilité était un verdict. Et j'avais été reconnu coupable d'être exactement ce que Daniel m'avait appelé, un parasite sans valeur. Daniel a vu mon désespoir. Elle m'a vu regarder des yeux baissés de notre mère au visage détourné de notre père, cherchant une bouée de sauvetage qui n'était pas là. Une lueur triomphale et prédatrice a illuminé ses yeux. C'était sa victoire, et elle allait la savourer. Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur la nappe blanche,
sa voix baissant à un murmure conspirateur qui était intentionnellement assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu vois, a-t-elle raillé, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Même maman et papa savent que tu n'es rien. Ils ne contestent pas parce qu'ils savent que j'ai raison. Tu es un cas de charité, Evelyne. Tu l'as toujours été. Ces paroles étaient censées être le coup de grâce, le coup fatal qui me ferait m'effondrer. Mais la vérité est qu'elles ont à peine eu d'effet. Le vrai mal avait déjà été fait. Une blessure mortelle infligée non par ces paroles, mais par leur silence. Le refus de mes parents de parler pour moi m'avait vidé, me laissant vide et résonnant d'une douleur si profonde qu'elle n'avait pas de son. Leur silence avait validé chaque mot cruel que Daniel m'avait jamais dit. Chaque commentaire dédaigneux, chaque regard méprisant, cela remontait à travers toute ma vie, confirmant rétroactivement ma peur la plus profonde et la plus sombre, qu'à leurs yeux, ma valeur était conditionnelle, et que je n'avais jamais réussi à remplir les conditions. Je me suis senti de nouveau comme une enfant, mais le souvenir était plus vif, plus net que jamais. J'avais 6 ans, debout dans le couloir, tremblante, pendant que Daniel expliquait à nos parents comment j'avais pris le vase en porcelaine préféré de notre mère et l'avais brisé sur le sol. Je ne l'avais pas touché. Daniel l'avait renversé en poursuivant le chat, mais elle avait pointé son doigt sur moi, son visage un masque parfait d'innocence. J'avais essayé de leur dire la vérité, ma voix petite et tremblante. Ce n'est pas moi. C'est Danny. Mais ils n'avaient pas écouté. Ils avaient regardé de ses yeux convaincants et remplis de larmes à mes yeux paniqués et bégayants, et avaient fait leur choix. Ils faisaient toujours leur choix. Ils m'ont envoyé dans ma chambre sans dîner, leur visage marqué par la déception envers moi, non pas pour avoir cassé le vase, mais pour avoir menti à ce sujet. J'étais resté assis sur mon lit, étouffant des sanglots d'impuissance, ressentant la profonde injustice d'être inentendu, d'être invisible. Maintenant, 25 ans plus tard, à cette table de dîner, ce même sentiment suffocant m'a envahi. Mais cette fois, il était 100 fois plus puissant. Je n'étais plus une enfant. J'étais une femme qui payait ses propres factures, qui contribuait à leur ménage, qui avait bâti une vie et une carrière à partir de rien, sans aucune aide de leur part. Pourtant, ils avaient encore le pouvoir de me réduire à cette petite fille impuissante de 6 ans, réduite au silence et sans pouvoir. J'ai retenu mes larmes. C'était un acte de pure volonté. Je ne donnerai pas à Daniel la satisfaction de me voir pleurer. Je ne donnerai pas à mes parents le soulagement de mon effondrement émotionnel. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant si fort dans mes paumes que j'étais sûr d'avoir saigné. La petite douleur aiguë était un point d'ancrage, une distraction bienvenue de l'énorme douleur informe dans ma poitrine. J'ai fixé mon assiette, la spirale de sauce laissée par mon repas, me concentrant dessus avec une intensité qui frisait la folie. C'était un motif abstrait de rouge et de brun. Si je pouvais juste me concentrer sur l'assiette, sur le motif insignifiant, peut-être que je ne me briserais pas en 1000 morceaux. Ma mère a finalement bougé. C'était le premier mouvement qu'elle faisait depuis le début de l'attaque. Elle a ramassé son sac à main sur le sol et l'a posé sur ses genoux. Une action banale, ordinaire, qui semblait grotesquement déplacée. Au milieu de mon effondrement silencieux, elle a ajusté la sangle. Elle a lissé le cuir. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé Daniel, son expression soigneusement neutre. Eh bien, dit-elle, sa voix vive et cassante, un son aussi faux qu'une fleur en plastique. Elle ignorait complètement le carnage émotionnel qui venait d'avoir lieu. On prend un dessert ? J'ai entendu dire que leur tiramisu est divin. C'était la trahison finale, la plus profonde de la soirée. Elle n'était pas seulement silencieuse. Elle essayait activement d'effacer le moment, de masquer la blessure béante avec la trivialité du dessert. Elle arrangeait les choses, non pas pour moi, mais pour restaurer l'harmonie familiale confortable où Daniel était loué. Et moi, invisible. Ma douleur était un inconvénient, un petit dégât salissant qu'il fallait essuyer pour que la fête puisse continuer. Elle me disait sans un mot que mes sentiments n'avaient pas d'importance. Le reste du dîner s'est déroulé dans un brouillard épais et surréaliste. Je ne me souviens pas de ce que quiconque a dit. Je ne me souviens pas si j'ai mangé un dessert. Je me souviens du serveur qui est venu, son visage joyeux une insulte à mon chagrin. Je me souviens de la sensation d'être piégé dans mon propre corps, prisonnière derrière mes propres yeux, regardant une pièce dans laquelle je n'avais pas de réplique. J'étais une spectatrice de ma propre exécution publique.
L'air était lourd de la tentative désespérée de tout le monde de prétendre que rien ne s'était passé. Ils ont parlé du temps, de sport, d'un film que quelqu'un avait vu. L'effort même de leur normalité déterminée était épuisant à observer. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison était une étude de la suffocation. Nous trois, mon père au volant, ma mère sur le siège passager, et moi à l'arrière, prisonnière en transit, étions assis dans un silence épais et lourd. C'était un silence différent maintenant. Au restaurant, c'était le silence de l'accord et de l'abandon. Maintenant, c'était le silence de la culpabilité et de l'évitement. Ils savaient ce qu'ils avaient fait, ou plutôt ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils savaient qu'ils m'avaient trahi, et l'air dans la voiture était étouffé par leur honte inexprimée. Mais leur honte n'était pas des excuses. Ce n'était pas du réconfort. C'était juste une autre couche de mon isolement. Mon père a allumé la radio, remplissant la voiture de jazz doux, une tentative pathétique de combler le vide qu'il avait contribué à créer. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis passé directement devant eux, j'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre, la chambre pour laquelle je payais un loyer. Je n'ai pas dit bonne nuit. Eux non plus. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyé contre elle, le bois frais contre mon dos brûlant. Et puis, dans l'intimité de mon espace loué au sein de la maison de mes parents, je me suis finalement laissé briser. Les larmes sont venues, chaudes et silencieuses. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants et octants de colère. C'étaient les larmes silencieuses et sans espoir de quelqu'un qui avait finalement, irrévocablement, accepté une terrible vérité. Ma sœur ne m'a pas écrasé cette nuit-là. Elle n'aurait pas pu le faire seule. Elle avait simplement chargé le pistolet et l'avait pointé. Ce sont mes parents qui ont appuyé sur la gâchette. Ils m'ont maintenu avec leur silence et l'ont laissé porter le coup. Ce sont eux qui m'ont vraiment brisé le cœur. Et alors que j'étais assise là dans le noir, j'ai su avec une certitude qui m'a glacé jusqu'aux os que plus rien ne serait jamais comme avant. Cette nuit-là, après le trajet silencieux en voiture et les larmes solitaires dans ma chambre louée, j'ai touché un fond que je ne savais pas exister. La douleur était une chose physique, un poids froid et lourd au centre de ma poitrine. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, rejouant la scène du restaurant encore et encore. Chaque détail était gravé dans ma mémoire. Le sourire narquois de Daniel. La fascination de ma mère pour sa serviette. L'étude déterminée de son verre d'eau par mon père. Leur trahison n'était pas un acte unique, mais l'aboutissement de 1000 petites coupures infligées tout au long d'une vie. Ils avaient finalement coupé le dernier fil effiloché de l'espoir que j'avais qu'un jour ils me verraient, qu'un jour ils me choisiraient. Dans cette obscurité profonde, un autre souvenir a commencé à faire surface, un point de lumière dans le vide immense. C'était le souvenir de ma grand-mère, la mère de ma mère, une femme qui avait été ma seule véritable alliée. Grand-mère Rose ne ressemblait en rien à sa fille. Là où ma mère était réservée et critique, ma grand-mère était chaleureuse et expansive. Sa maison sentait la cannelle et la levure, et sa cuisine était un lieu de chaos réconfortant. Elle était la seule personne qui ait jamais regardé mes œuvres d'art avec un intérêt sincère, non pas comme un passe-temps, mais comme un don. Je me souviens être assise à sa table de cuisine en bois usé quand j'étais adolescente, lui montrant mon carnet de croquis. Elle avait regardé chaque page, lentement et attentivement. Quand elle a eu fini, elle a fermé le livre, a posé sa main ridée sur la mienne et m'a regardé droit dans les yeux. « Evelyne, ma chérie », avait-elle dit, sa voix douce mais ferme. « Tu as un feu en toi. Ne laisse jamais personne le confondre avec de la fumée. » Elle m'avait alors regardé avec une tristesse entendue. Tes parents, ils t'aiment à leur manière, mais ils sont aveugles à certains types de lumière. Ils ne voient que celle qui scintille. Ta lumière est celle qui réchauffe. Ils ne le comprendront peut-être jamais. Le plus important est que tu le comprennes. Ma grand-mère était décédée il y a 2 ans. Ce fut une perte silencieuse et dévastatrice. Quelques semaines après les funérailles, j'avais reçu un appel d'un avocat, son exécuteur testamentaire. Il m'avait demandé de venir seul à son bureau. J'avais supposé qu'il s'agissait d'un petit geste sentimental, un bijou qu'elle aurait pu me laisser. J'avais tort. L'avocat m'avait remis une enveloppe épaisse. À l'intérieur se trouvait une lettre personnelle de ma grand-mère et un chèque de $200 000. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking du cabinet d'avocat pendant plus d'1 heure, lisant et relisant sa lettre. Le chèque posé sur le siège passager comme un rêve impossible. Son écriture, une écriture cursive familière et élégante,
était une voix d'outre-tombe. Ma très chère Evelyne, commençait la lettre. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti, mais je ne te laisse pas seul. Je t'ai observé toute ta vie. J'ai vu ta force tranquille, ta gentillesse sans bornes, et le monde magnifique et vibrant qui vit en toi. J'ai aussi vu comment ta famille a essayé d'éteindre ta lumière. Ils ne veulent pas être cruels. Ils sont simplement limités. Ils mesurent la valeur en dollars et en promotion et ils n'ont pas la vision pour voir la valeur incommensurable d'une âme comme la tienne. Je te laisse cet argent non pas comme une aumône, mais comme un outil, une clé. Utilise-le pour construire une porte hors de la pièce dans laquelle ils t'ont enfermé. Et puis construis-toi une toute nouvelle maison. Une où ta lumière pourra remplir chaque recoin. Ne leur en parle pas. C'est à toi seul. Que ce soit ton secret, ta force. Tiens bon jusqu'à ce que ton heure vienne. Tu sauras quand ce sera le cas. Construis ton propre avenir, ma douce fille. Ils ne verront jamais ta valeur, mais moi je l'ai vue, et je la verrai toujours. Les larmes que j'ai versées alors n'étaient pas des larmes de chagrin, mais de gratitude écrasante et déchirante. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un m'avait vraiment, complètement vu, et elle m'avait donné une clé. Pendant 2 ans, j'avais gardé ce secret. J'avais suivi ses instructions à la lettre. J'ai rencontré une conseillère financière, une femme aimable qui m'a aidé à investir l'argent sagement et en toute sécurité. J'ai continué à vivre à la maison, payant mon loyer, endurant les rebuffades et l'invisibilité. Mais maintenant, quelque chose en moi avait changé. Leurs opinions me blessaient encore, mais elles ne me définissaient plus. J'avais un monde secret, un avenir qui n'appartenait qu'à moi. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une révolutionnaire silencieuse, complotant mon indépendance en silence. Il y a 6 mois, j'avais commencé à chercher un bien immobilier. L'idée avait été terrifiante au début, mais à chaque annonce que je consultais, un sentiment de pouvoir grandissait en moi. Je ne cherchais pas un condo chic comme celui de Daniel. Je cherchais une maison, un sanctuaire. Et puis je l'ai trouvé. Un petit duplex dans un quartier calme et verdoyant de l'autre côté de la ville. Il était vieux et nécessitait des travaux, mais il avait une bonne structure et un petit jardin envahi par la végétation à l'arrière. Une unité était un appartement d'une chambre dans lequel je pouvais vivre. L'autre était une petite vitrine avec une grande pièce ouverte et de grandes fenêtres, un atelier d'art et un espace de classe parfait et prêt à l'emploi. Le processus d'achat a été ma rébellion secrète. J'ai pris des jours de congé de mon travail en freelance pour des réunions secrètes avec l'agent immobilier et la banque. J'ai signé les papiers d'une main qui tremblait, non pas de peur, mais d'exaltation. Le jour où j'ai eu les clés, je me suis assise sur le sol poussiéreux de mon salon vide et j'ai pleuré. La lettre de ma grand-mère serrée dans ma main. C'était la maison qu'elle m'avait dit de construire. Allongé dans mon lit après le dîner d'anniversaire désastreux de mon père, tout le poids de la sagesse de ma grand-mère s'est abattu sur moi. Tiens bon jusqu'à ce que ton heure vienne. Tu sauras quand ce sera le cas. C'était ça. C'était le moment. La douleur du dîner était encore vive. Mais en dessous, un nouveau sentiment prenait racine. Une résolution froide et dure. Il pensait m'avoir écrasé. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner la seule chose qui me manquait. La certitude qu'il était enfin temps d'utiliser ma clé. Ma préparation était terminée. La semaine qui a suivi le dîner d'anniversaire a été une masterclass en guerre psychologique. Un silence oppressant et suffocant s'est abattu sur notre maison. Mes parents et moi nous déplacions les uns autour des autres comme des fantômes. Nos conversations se limitaient à des échanges brefs et nécessaires. Passe le sel. C'est ta serviette par terre? Je sors. Il n'y a eu ni excuse, ni reconnaissance de ce qui s'était passé. Ils essayaient de laisser passer le temps, de laisser la tension se dissiper jusqu'à ce que les choses puissent revenir à notre version tordue de la normale, où ma douleur était balayée sous le tapis et leur dynamique familiale confortable restaurée. Ils pensaient que s'ils ignoraient la blessure, elle guérirait d'elle-même. Ils ne comprenaient pas que leur silence n'était pas un baume. C'était une infection. Chaque repas silencieux partagé était une autre confirmation de mon isolement. Chaque fois que ma mère tressaillait quand j'entrais dans une pièce, chaque fois que mon père enfouissait son visage plus profondément dans son journal, il renforçait le verdict qu'ils avaient rendu au restaurant. Tu n'es pas des nôtres. Daniel, pendant ce temps, était implacable.
Elle a commencé une campagne de SMS suffisant et manipulateur. Maman m'a dit que tu étais contrariée après le dîner. Tu dois vraiment arrêter d'être si sensible, Evie. J'essayais juste de t'aider à faire partie de la famille pour une fois. Un autre disait, j'espère que tu réfléchis à mon offre. Ce serait un très bon moyen de montrer à maman et papa que tu grandis enfin. Chaque message était une petite pique condescendante conçue pour saper ma résolution, pour me faire sentir coupable et ingrate. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mon silence, pour la première fois, me semblait être un bouclier, pas une faiblesse. L'embuscade a eu lieu un samedi matin. J'étais dans la cuisine, savourant une rare tasse de café tranquille et dessinant dans mon carnet. Je ressentais un fragile sentiment de paix, planifiant les rénovations de mon duplex. Rêvant d'un avenir qui était juste au coin de la rue. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant a brisé le calme. C'était Danielle. Elle n'a pas frappé. Elle est entrée comme si elle était chez elle. Mes parents la suivaient comme des gardes du corps silencieux au visage sinistre. Nous devons parler, a annoncé Danielle, sa voix vive et autoritaire. Elle a posé sa coûteuse mallette en cuir sur la table de la cuisine avec un grand bruit sourd, éparpillant mes crayons. Je n'ai pas bougé. J'ai pris une lente gorgée de mon café, mon cœur commençant à battre un peu plus vite, mais ma main était stable. Il n'y a rien à dire, ai-je dit, ma voix égale. Oh, je pense que si, dit-elle en ouvrant les serrures de sa mallette. Elle a sorti une épaisse pile de papier et les a fait glisser sur la table vers moi. Ils se sont arrêtés juste à côté de mon carnet de croquis. C'était une demande de prêt. Je finalise l'hypothèque pour le condo et j'ai besoin d'un garant. Et comme tu n'es pas disposé à contribuer financièrement, le moins que tu puisses faire est de signer. C'était une démonstration d'arrogance à couper le souffle. Elle m'avait publiquement humilié, m'avait traité de parasite, et maintenant elle exigeait que je lie légalement mon avenir financier au sien. Elle essayait de réaffirmer sa domination, de prouver qu'elle pouvait encore commander mon obéissance. J'ai regardé les papiers, puis son visage suffisant, puis mes parents qui se tenaient près du comptoir, les bras croisés, un front uni de pression silencieuse. Ils étaient son soutien, ses exécuteurs. Ils étaient là pour assister à ma reddition. Non, ai-je dit. Le mot était silencieux, mais il a atterri dans la cuisine silencieuse avec la force d'un coup de tonnerre. C'était un mot que je ne leur avais jamais dit auparavant. Pas de cette manière. Pas avec cette finalité. Le sourire narquois de Danielle a vacillé. Elle a cligné des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, ai-je répété, et cette fois, ma voix était un peu plus forte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne signerai rien. Une lueur d'incrédulité, puis de colère a traversé son visage. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-elle ricané. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, après que maman et papa t'ont laissé vivre ici pour presque rien pendant des années, c'est comme ça que tu les rembourses? En étant une enfant égoïste et ingrate? Elle s'est tournée vers mes parents, sa voix s'élevant avec une indignation théâtrale. Allez-vous la laisser s'en tirer comme ça? Allez-vous la laisser saboter mon avenir à cause d'une jalousie mesquine? C'était le signal pour mon père. Il s'est avancé, assumant le rôle du patriarche sévère. Sa voix était basse et lourde de déception, un ton qu'il avait utilisé pour me contrôler toute ma vie. Evelyne, ça suffit. Ta sœur a raison. Nous t'avons soutenue, et maintenant c'est à ton tour de la soutenir. C'est ce que fait une famille. On s'entraide. Arrête d'être si difficile et signe simplement les papiers. Ils me regardaient tous, une trinité d'attente et de jugement. Ils pensaient m'avoir acculé. Ils étaient si certains de leur pouvoir sur moi, si habitués à ma docilité. Ils attendaient que je cède, que je baisse les yeux et que je prenne le stylo. Mais quelque chose en moi avait fondamentalement changé. La fille qui était assise en tremblant à ce restaurant il y a une semaine était partie. À sa place se trouvait une femme qui avait un jeu de clés dans son sac à main et un titre de propriété caché dans sa chambre. Le secret que j'avais gardé pendant 2 ans était une armure. Leurs mots, qui avaient autrefois le pouvoir de me briser, ricochaient maintenant dessus, inoffensifs. J'ai regardé mon père, son visage si plein d'autorité juste. J'ai regardé ma mère, son expression un masque de patience tendue. J'ai regardé ma sœur, ses yeux brillants d'une malice confiante. Je les ai vus pour la première fois,
non pas comme des géants, mais comme des personnes petites et limitées, piégées dans un récit dysfonctionnel qu'elles refusaient d'abandonner. J'ai pris une lente et profonde inspiration, une inspiration purificatrice qui a semblé balayer les derniers vestiges de la peur. Je me suis levé de la table, mes mouvements calmes et délibérés. Non, ai-je dit pour la 3e et dernière fois. Vous n'avez plus le droit de faire ça. Vous n'avez plus le droit de m'écraser. Je me suis retourné et j'ai quitté la cuisine, les laissant là, stupéfaits, dans un nouveau genre de silence. Le silence de l'incrédulité la plus totale et complète. Mon refus silencieux flottait dans l'air. Une déclaration de guerre qu'il n'avait jamais anticipée. Pendant un instant, la cuisine fut figée dans un tableau de choc. La bouche de Daniel était légèrement entr'ouverte. Son air de certitude suffisante remplacé par la confusion. Les mains de ma mère étaient serrées à ses côtés, et le visage de mon père devenait lentement d'un rouge sombre et marbré. Ils étaient habitués à mes larmes, à ma soumission silencieuse. Cette défiance calme était un langage qu'ils ne comprenaient pas. « Qu'est-ce que tu viens de me dire » a finalement balbutié Daniel, sa voix montant dans les aigus. « Tu n'as pas le droit de t'enfuir comme ça. Reviens ici. » Mon père a retrouvé sa voix, et c'était un grognement sourd. « Evelyne, je ne te le dirai pas une fois de plus. Tu vas revenir ici et signer ces papiers. Je suis ton père et tu feras ce qu'on te dit. » C'était son atout maître, celui qu'il avait toujours joué. L'appel à une autorité que je n'avais jamais été autorisé à remettre en question. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai monté les escaliers, mais pas réguliers sur le tapis usé. Je pouvais les entendre me suivre, leurs mouvements maladroits de colère. « Ne t'en va pas quand je te parle » a crié Daniel du bas de l'escalier. Je suis entré dans ma chambre, la chambre pour laquelle je payais un loyer, et je me suis dirigé vers mon placard. Rangé dans une boîte à chaussures sur l'étagère du haut, sous de vieux carnets de croquis et des fournitures d'art, se trouvait un simple dossier en manille. C'était ma clé, ma déclaration d'indépendance. Je l'ai descendu, mes mains parfaitement stables. L'oiseau frénétique piégé dans ma poitrine était enfin calme. Quand je suis revenu en haut de l'escalier, ils étaient tous debout dans l'entrée en bas, me regardant. Leur visage était un mélange de fureur et de stupéfaction. Ils ressemblaient à des brutes confuses, leur victime ayant soudainement et inexplicablement refusé de jouer son rôle dans leur jeu. J'ai descendu les escaliers lentement, une marche à la fois, le dossier tenu lâchement dans ma main. Je ne me sentais pas en colère. Je ne ressentais pas de haine. Je ressentais un profond, presque serein sentiment de clarté. Je n'étais plus une participante à leur drame. J'étais une observatrice, voyant la dynamique toxique de ma famille avec des yeux neufs et sans nuages. Je me suis arrêté sur la dernière marche, me mettant à leur niveau. J'ai tendu le dossier. « Vous vouliez que je contribue à la famille » ai-je dit, ma voix calme et égale. « Vous vouliez que je sois responsable. » Je suis passé devant eux, suis retourné dans la cuisine et j'ai posé le dossier sur la table, juste au-dessus de la demande de prêt de Daniel. Je l'ai ouvert et j'ai sorti un seul document plié. Je l'ai lissé sur la table. C'était le titre de propriété de mon duplex. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres silences que j'avais endurés. Ce n'était pas le silence de l'abandon ou de la désapprobation. C'était le silence du choc pur et sans mélange. Daniel a été la première à bouger. Elle a arraché le papier de la table. Ses yeux ont parcouru le document. Son front s'est plissé de confusion. J'ai vu la couleur quitter son visage, laissant sa peau d'un blanc pâteux et maladif. Ses yeux ont fusé de la description légale de la propriété au sceau officiel, puis en haut de la page où mon nom était imprimé en caractères gras et officiels. Propriétaire, Evelyne Parker. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. C'est. Ça doit être un faux. C'est impossible. Ma mère a pris le titre de propriété des mains tremblantes de Daniel. Ses yeux, grossis par ses lunettes de lecture, se sont déplacés lentement sur la page. J'ai vu un muscle tressaillir dans sa mâchoire. Elle a levé les yeux vers moi. Son visage un tableau d'incrédulité et d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Mon père lui a pris le papier. Il l'a lu, puis l'a relu. Il m'a regardé, puis a de nouveau regardé le titre de propriété. Il était sans voix. L'homme qui avait toujours une réponse, toujours un sermon, était totalement silencieux.
Les fondations de son monde, un monde dans lequel j'étais la dépendante ratée et Daniel la réussite éclatante, venaient de s'effondrer en poussière à ses pieds. Où as-tu trouvé l'argent pour ça, a-t-il finalement réussi à demander, sa voix rauque. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de son approbation. Grand-mère me l'a laissé, ai-je dit simplement. Elle m'a dit de l'utiliser pour me construire une nouvelle maison, un endroit où j'appartiens. La mention de ma grand-mère était un coup stratégique et je le savais. Ma mère a tressailli comme si je l'avais frappée. C'était censé être l'argent de la famille, a balbutié Daniel, sa voix se brisant. Elle n'avait pas le droit. Tu as manipulé une vieille femme. Tu as volé cette famille. J'ai presque ri. L'accusation était si absurde, si parfaitement dans son personnage. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Daniel, ai-je dit, ma voix aussi froide et claire que la glace. C'est toi qui voles. Tu voles le crédit. Tu voles l'attention. Et tu as essayé de voler mon avenir en exigeant que je garantisse le tien. La différence, c'est que grand-mère m'a fait un cadeau. Tout ce que tu sais faire, c'est prendre. J'ai ensuite tourné mon regard vers mes parents, les deux personnes dont le silence m'avait causé le plus de douleur. C'était mon moment. C'était ma chance de dire enfin tout ce que j'avais gardé en moi pendant 31 ans. Vous vouliez savoir pourquoi je ne signerais pas les papiers, ai-je dit, ma voix stable, gagnant en force à chaque mot. C'est à cause de cette nuit au restaurant. C'est à cause de chaque nuit où vous m'avez ignoré, de chaque réussite que vous avez méprisée. Chaque fois que vous l'avez laissé me démolir et que vous êtes resté assis là, votre silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'allais jamais être assez bien pour vous. J'allais toujours être la seconde, la déception, le cas de charité. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la vérité finale et libératrice faire surface. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai arrêté d'attendre que vous me voyiez. Et je suis devenue suffisante pour moi-même. J'ai bâti une vie sans votre approbation, sans votre aide, sans votre permission. Pendant que vous étiez si occupé à investir en elle, ai-je dit en désignant ma sœur stupéfaite. Grand-mère a investi en moi. J'ai ramassé mon carnet de croquis et ma tasse de café sur la table. Ceci est mon préavis de 2 semaines, ai-je dit en regardant la cuisine qui ne m'avait jamais semblé être un foyer. Je serai parti d'ici la fin du mois. Ne vous inquiétez pas, ai-je ajouté avec une pointe de glace dans le ton. Je ne demanderai pas le remboursement de mon loyer. Sortir de cette cuisine, c'était comme sortir d'une prison. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai simplement tourné le dos à leur visage choqué et silencieux et j'ai monté les escaliers. Le sort était rompu. Leur pouvoir sur moi, un poids invisible et écrasant que j'avais porté toute ma vie, s'était évaporé face à une vérité simple et indéniable. Le titre de ma propre vie, tenu dans mes propres mains. J'ai passé les 2 semaines suivantes à faire mes cartons. C'était un processus de nettoyage méthodique. À chaque boîte que je remplissais, je me sentais plus légère. J'ai trié les artefacts de mon enfance. Une vie définie par le fait d'être moins que. J'ai jeté de vieux bulletins scolaires qui avaient été accueillis par de faibles éloges, des trophées de participation qui avaient été éclipsés par les premières places de Daniel, et de vieux vêtements usés qui avaient été les vieux habits de Daniel. C'était un exorcisme d'un passé que j'étais enfin prête à laisser derrière moi. Mes parents et moi communiquions à travers un silence épais et tendu. Ils m'évitaient, leur honte et leur colère une présence palpable dans la maison. Ils ne savaient plus comment me parler. Les anciens rôles avaient été détruits et ils n'avaient pas de scénario pour cette nouvelle réalité où je n'étais pas leur fille dépendante et décevante. Un soir, ma mère a frappé doucement à la porte ouverte de ma chambre. J'étais en train d'emballer mon dessin au fusain encadré du vieil homme du parc, celui qui avait remporté la mention honorable à l'exposition d'art étudiante toutes ces années auparavant. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, se tordant les mains, son visage gravé d'une confusion qui frisait le chagrin. « Je ne comprends pas, Evelyne, dit-elle, sa voix petite et mince. Pourquoi nous as-tu caché tout ça? Nous sommes ta famille. » J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Tout ce que je ressentais était une profonde et lasse tristesse. Je l'ai caché parce que vous l'auriez ruiné, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Vous l'auriez appelé un passe-temps. Vous m'auriez dit d'être pratique.
Vous auriez essayé de donner l'argent à Daniel parce qu'elle était le meilleur investissement. Vous auriez écrasé cette seule bonne chose comme vous avez écrasé tout le reste. Je l'ai caché pour le protéger. Je l'ai caché pour me protéger de vous. La vérité flottait dans l'air entre nous, crue et indéniable. Elle n'a pas eu de réponse. Elle a simplement tourné les talons et s'en est allée. Le jour où j'ai déménagé, le ciel était gris et couvert. Mais pour moi, c'était le jour le plus lumineux de ma vie. J'avais engagé des déménageurs, et alors qu'ils transportaient mes cartons hors de cette maison, j'ai ressenti un profond sentiment de libération. Mon père se tenait près de la fenêtre du salon, regardant, le visage sombre. Il n'est pas sorti pour me dire au revoir. Alors que je montais dans ma voiture pour suivre le camion de déménagement, il était toujours là, une statue silencieuse et têtue à la fenêtre d'une vie que je laissais derrière moi. Mon nouveau duplex était tout. Il était calme. Il était à moi, et il était rempli de lumière. Les premières semaines ont été un tourbillon de travail joyeux. J'ai peint les murs de mon appartement d'un jaune chaud et ensoleillé. J'ai acheté un vrai lit, un canapé confortable et une table à manger avec 4 chaises, un symbole d'un avenir rempli d'amis que j'accueillerai chez moi. J'ai planté un jardin dans la cour arrière, enfonçant mes mains dans la terre riche et sombre. La vitrine est devenue mon sanctuaire. J'ai poncé les vieux planchers en bois, peint les murs d'un blanc net et propre, et installé mes chevalets et mes tables de travail. J'ai accroché une simple enseigne peinte à la main à la fenêtre, atelier d'art lumière chaude, cours et atelier. En un mois, j'avais mon premier groupe d'élèves, un mélange d'enfants du quartier et d'adultes curieux. Leur rire et leur énergie créative ont rempli l'espace, chassant les derniers fantômes de mon passé. Je ne survivais pas seulement. Je m'épanouissais. Je construisais la vie que ma grand-mère avait imaginée pour moi. Une maison où ma lumière pouvait remplir chaque recoin. Les appels ont commencé environ un mois après mon déménagement. D'abord, ce fut ma mère. Sa voix un étrange mélange de colère et de supplication. Daniel a des problèmes avec l'hypothèque, dit-elle comme si c'était mon problème à résoudre. La banque ne l'approuvera pas sans garant. Ton père et moi sommes si stressés. Tu as fait ça à ta sœur. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement dit, je suis désolé que vous soyez stressé, maman. Ce n'est pas ma responsabilité. Je vous souhaite le meilleur. Et puis j'ai mis fin à l'appel. J'établissais une limite, un concept si étranger à notre dynamique familiale que c'était comme parler une autre langue. Mon père a envoyé un long email décousu, plein de fierté blessée et d'accusations. Il m'a traité d'ingrate, d'égoïste et d'irrespectueuse. Il a écrit sur tous les sacrifices qu'il avait faits pour moi. Une liste tragiquement courte et remplie de choses comme un toit sur ta tête, que j'avais payé. J'ai lu l'email, puis je l'ai supprimé sans répondre. Le dernier mot de Daniel est venu sous la forme d'un SMS. Sa mère est venue me disant que son accord pour le condo était tombé à l'eau et que c'était entièrement de ma faute. Elle m'a traité de serpent vindicatif. J'ai lu le message et pendant un instant, la vieille piqûre de ces mots m'a piqué. Mais ensuite j'ai regardé autour de mon studio baigné de soleil, les peintures vibrantes et joyeuses que les enfants de ma classe du matin avaient laissé sécher, et j'ai bloqué son numéro. Dans les mois calmes qui ont suivi, j'ai trouvé une nouvelle forme de paix. J'ai commencé à comprendre ce que ma grand-mère avait voulu dire à propos du pardon. J'ai réalisé que la colère et le ressentiment que je nourrissais pour ma famille étaient une chaîne, et que j'étais la seule à la tenir. Leur pardonner ne signifiait pas les décharger de leurs responsabilités ou prétendre que les décennies de douleur n'avaient pas eu lieu. C'était lâcher la chaîne. C'était pour moi. Je leur ai pardonné de ne pas avoir été les parents dont j'avais besoin. Je leur ai pardonné d'avoir été aveugle. Je leur ai pardonné pour que leur silence, leur jugement et leur déception n'aient plus aucun pouvoir sur moi. Je leur ai pardonné pour que je puisse être vraiment, enfin, libre. Parfois, le silence est la plus bruyante des trahisons. C'est un poison silencieux et insidieux qui peut vous faire croire que vous êtes sans valeur, que vous êtes invisible. Pendant des années, j'ai laissé le silence de ma famille me définir. Je me suis rétréci pour entrer dans la petite boîte exiguë qu'ils avaient construite pour moi. Mais le silence peut aussi devenir le sol où vous plantez votre propre force. Le jour où j'ai arrêté d'attendre qu'ils prennent ma défense, c'est le jour où j'ai enfin trouvé ma propre voie. J'ai choisi la paix plutôt que l'amertume. J'ai choisi de construire une nouvelle vie sur les décombres de l'ancienne. Je me suis choisi.
Et j'ai appris que les choses les plus belles et les plus résilientes peuvent pousser dans les endroits les plus calmes et les plus inattendus. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous riposté plus tôt? Ou la vengeance silencieuse était-elle la bonne voie? Aimez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de trouver sa propre voie. Abonnez-vous pour plus d'histoires et laissez un commentaire sur un moment où le silence a parlé plus fort que les mots dans votre vie. Merci de m'avoir écouté.